Bonjour à tous, chers abonnés. Vous êtes à votre émission La Boussole, la plateforme de valorisation des métiers, des parcours et des compétences, afin d'inspirer la jeunesse et de créer des modèles de réussite. Souvent, il faut écouter les fous, ce qui signifie que c'est dans des situations improbables, dans des situations insolites que l'on apprend davantage. Aujourd'hui, à notre émission, nous recevons une invitée. On se retrouve après le teaser pour en savoir davantage. Bonjour Élise. Bonjour. Comme il est de coutume dans notre émission, nous laissons le soin à l'invité de se présenter. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ok. Alors, je m'appelle Élise. Je suis professeure des écoles depuis 5 ans maintenant. J'enseigne à Paris. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, vous voyez que, chers invités, on parlera d'un sujet qui est d'une importance capitale. On parlera de l'éducation, mais plus particulièrement du métier de professeur des écoles. En quoi consiste ce métier? Alors, j'enseigne du coup à l'école primaire. Donc j'ai une classe de CM1, CM2, donc de double niveau. Et puis je les vois toute la journée, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 ou 15h. Voilà. Et puis on travaille le français, les maths, l'histoire, la géographie, les sciences, l'anglais, tout ce qu'on peut apprendre. Tout ce qu'on peut apprendre? Voilà. C'est super ça. Et à quoi ressemble une journée type? S'il en existe. Hein, il n'en existe pas. Il n'en existe pas parce que on travaille avec des enfants qui ont leurs humeurs, qui ont leur quotidien, et nous c'est pareil. Et donc ce qui fait que chaque journée est différente parce qu'on doit composer avec les aléas de la vie, les nôtres et les leurs. Et même si on essaie d'instaurer des rituels, des réflexes, des habitudes, chaque journée va être différente parce que c'est un métier qui est un métier profondément humain. Oui. Donc, de ce que je comprends de ton activité, c'est que en permanence, tu t'alignes. On a toujours un programme, on a toujours un emploi du temps, mais en fait c'est très rare qu'on arrive vraiment à respecter ce qu'on avait prévu et qu'on puisse justement avoir tout prévu. On ne sait jamais à la fin de la journée ce qui aura fonctionné, ce qui ne va pas fonctionner. On n'est pas capable de prévoir à l'avance les bonnes surprises, les mauvaises. Donc même si on prépare énormément avant, ça reste quand même chaque jour une surprise. Chaque jour une surprise. D'accord. Et pourquoi avoir choisi ce métier particulièrement? Alors c'est la transmission. La transmission des savoirs qui m'intéressait. Vraiment le côté social, l'idée du partage, du dialogue aussi. C'est un métier dans lequel on peut vraiment aider des gens, des familles entières, et on peut apprendre à des personnes à devenir le meilleur d'elles-mêmes et à grandir. Donc c'était tout ça. Ce sont tes motivations premières qui t'ont amené vers ce métier? Je pense que c'est ça, ouais. C'est l'idée d'aider les gens, de transmettre ce qu'on sait, ce qu'on a à donner, de pouvoir partager tout ça. Moi j'ai toujours voulu poser cette question aux professeurs des écoles. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur ton métier? Ah là là, il y en a beaucoup. Alors, je suis toute oui alors. Alors, moi, je vais essayer de réfléchir à cette année. Un de mes meilleurs souvenirs de cette année,
j'ai posé une question, je me souviens plus ce que c'était sur un travail, sur quelque chose, sur un fonctionnement de la classe. Et la réponse de l'élève était très très touchante et très gratifiante. Il a dit à ses camarades, la maîtresse a fait ça parce qu'elle nous aime et qu'elle a envie de nous faire plaisir et de nous faire réussir. Elle y a passé du temps et c'est pour ça qu'on doit faire des efforts. Et c'est pas ce nous quand on enseigne, c'est pas ça qu'on veut. On cherche pas de la reconnaissance, on cherche pas à leur montrer qu'on les aime. Quand ils sont capables de comprendre en fait tout ce qu'on y met de nous derrière, c'est un immense cadeau. et on se rend compte que on nous donne aussi, enfin les enfants nous donnent énormément et même si on n'attend rien, on reçoit. Et c'est pour ça que c'est quand on se souvient de ce genre de choses dans les moments difficiles, c'est comme ça qu'on peut continuer. C'est ce qui te donne le leitmotiv nécessaire. C'est ça, c'est ce qui donne la force quand c'est très difficile, quand on n'en peut plus, quand on veut pleurer, on se souvient de ça et on avance, on continue. Merci. Moi, j'aimerais savoir quel a été ton parcours avant d'accéder à cette fonction. Alors, déjà, je voulais pas du tout être enseignante. Bon, alors, quand j'étais petite, si, mais un petit peu comme tous les enfants, à un moment, il va maîtresse d'école, maître. Mais après le bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une prépa littéraire, donc Hippocagne, Cagne et Cube, parce que c'était quelque chose qui était très général, qui me permettait de continuer à avoir un enseignement pluridisciplinaire et d'acquérir une méthodologie, d'apprendre encore plein de choses. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans et j'ai choisi de prendre une option Histoire des Arts. À la fin de mes 3 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais que je ne voulais pas être professeure. Donc j'ai continué, j'ai terminé ma double licence de lettres modernes et d'histoire des arts. Et puis un jour, il y a eu un événement difficile dans ma vie qui a fait que j'ai dû grandir d'un coup. Je me suis dit, bon là, faut passer à l'âge adulte, j'ai plus le temps de me perdre. Donc j'ai fait des études qui me permettent de devenir professeur des écoles, donc je vais faire ça. Là, voilà, c'est possible maintenant après la licence, donc je vais tout faire pour faire ça parce qu'il faut que je travaille. Comme je pouvais pas le faire tout de suite, j'ai passé 1 an dans un lycée comme assistante pédagogique. Donc c'était un lycée à Bobigny, donc dans un contexte populaire assez complexe. Et donc voilà, c'est ça. Et mon rôle c'était de faire du soutien scolaire. Donc je prenais les enfants soit tout seuls, soit en petits groupes, et je les faisais travailler sur le français, sur la philosophie, l'histoire, géographie un petit peu. Et puis il y avait beaucoup d'élèves qui ne parlaient pas français. Et donc je faisais un petit peu du FLE aussi, donc français langues étrangères. Je leur apprenais à parler français. Et ça, c'était un travail de transition. Et en fait, ça m'a apporté tellement de choses. J'ai tellement grandi que après, c'était devenu une évidence qu'il fallait que j'enseigne et que c'est ce qui allait me rendre heureuse et que je pouvais le faire. Et j'avais envie de le faire. Et donc, ce que je retiens, c'est que de cette expérience, tu as su trouver la voie qui te convenait. Oui, exactement. Je savais que j'allais m'orienter là-dedans, mais c'était surtout un choix matériel, on va dire, parce que j'avais besoin d'un travail rapidement que je pouvais faire et qui m'apportait une sécurité. Et après cette expérience au lycée, je savais qu'en fait, ça allait être plus que ça. Et ça allait vraiment être une aventure dans laquelle j'allais me lancer pleinement et avec envie. Donc l'année d'après, je me suis inscrite en master enseignement pour préparer le concours. Donc je l'ai passé à l'issue de mon master 1. Je l'ai obtenu et donc après, on devient professeur stagiaire. Oui. On enseigne. On est à mi-temps en classe et à mi-temps en formation. Et puis ensuite, on est titularisé et puis voilà. Je me rends compte que c'est un vrai parcours du combattant. Oui et non. Alors, c'est un long parcours, c'est difficile, mais comme on est fonctionnaire,
en fait, à partir du moment où on prépare le concours et où on l'obtient, on sait qu'on va tout de suite être embauché. Enfin, voilà, en fait, on n'a rien à chercher. On est envoyé quelque part. Donc toute l'angoisse, le stress de trouver un travail, d'avoir une sécurité, toute cette insécurité, en fait, on ne la vit pas. Voilà, c'est difficile parce qu'on prépare un concours et donc il faut l'obtenir, ce concours. Donc c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de pression. Mais on sait que derrière, on a une sécurité et qu'on va tout de suite entrer dans son métier, quoi. Super, super. Outre cette activité en tant que professeur des écoles, est-ce que tu as une autre activité professionnelle à côté ou pas? Ah non. Ou tu as temps plein dans... Je suis à temps plein. C'est un gros temps plein. Je comprends bien. Nous avons passé la première étape de cette émission qui consistait à mettre en exergue ton parcours. Donc on a vu ce que c'est que le métier de professeur des écoles. Nous allons passer à la seconde étape qui s'appelle challenge. Le challenge. Je t'explique comment est-ce qu'il fonctionne. Il consiste à prendre une question, à tirer une question, à la lire et à y répondre. D'accord. C'est tout. Ok. Donc, ok. J'y vais. Oui. Oh, alors, dire merci en 3 langues différentes. Oui. Ouf. Voilà, excusez mon accent, hein, d'abord. Alors, est-ce que je vais y arriver d'abord? Thank you. Oh, en anglais, bon, c'est facile. Gracias, en espagnol. Oui. Et alors, pour la troisième, en japonais, arigato gozaimasu. Voilà. J'ai 3 questions. Ah, d'un coup, ok, bon, alors. Oh. Chanter l'hymne national de ton pays. Bon. Juste les 3 premières phrases. Bon, on le fait à l'école, alors. Je suis préparée. Bon. On y va? Allez, c'est parti. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est bon? C'est bon. La troisième question, s'il te plaît. Bon, faut pas avoir peur du ridicule. 3 choses dont tu as peur. Seulement 3. Alors, de quoi j'ai peur? Des serpents. Oui. Des serpents. De la perte d'un être cher. Et de ne pas être une bonne maîtresse. La conscience professionnelle? Ouais. D'accord. Notre invité a relevé tous les challenges. Merci. On va aller vers des sphères plus philosophiques. Pour toi, à quoi renvoie le mot inspirer? Alors c'est intéressant parce que quand on est professeur des écoles, notre travail c'est aussi de donner l'exemple et d'avoir un comportement exemplaire chaque jour. Parce que justement en fait on est un modèle, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, et pour le meilleur et pour le pire. Donc inspirer c'est ça. Je pense que voilà, c'est tout ce qu'on va transmettre consciemment ou inconsciemment et qui va faire grandir les personnes avec lesquelles on est en contact, avec lesquelles on est en lien. Donc ça peut être les enfants directement parce qu'on est chaque jour avec eux et que on cherche aussi à les inspirer. Ça peut être aussi les collègues avec lesquels on travaille ou les gens de notre entourage. Ah oui. Comment est-ce que tu inspires ton entourage au quotidien? Je sais pas si j'inspire mon entourage au quotidien. En tout cas,
j'essaye toujours d'appliquer ce que j'enseigne à mes élèves. Parce que quand on doit leur apprendre à grandir, parfois on leur transmet des choses sur lesquelles nous on n'est pas forcément toujours parfait, et c'est le moyen quand on enseigne et quand on leur apprend des choses, nous-mêmes d'apprendre des choses et d'apprendre aussi à donner le meilleur de nous-mêmes et à respecter les principes qu'on leur demande de suivre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être inspirant pour l'entourage, parce que chercher toujours à faire au mieux et à donner beaucoup, et à se remettre en question, parce que quand on est enseignant, on apprend autant qu'on transmet, et aussi parce que justement les enfants nous renvoient ce qu'on essaie de leur apprendre, et que parfois on voit qu'on n'est pas tout à fait en accord avec nous-mêmes. Et donc je pense que ces choses-là, ces valeurs qu'on fait pas seulement, en fait on fait pas que les transmettre, on essaye de les vivre. Je pense que ça c'est quelque chose qui est inspirant. Pour toi. D'accord. As-tu des causes ou des conceptions qui te tiennent à cœur? Oui. Pour lesquelles tu serais prête à te donner corps et âme? Ça fonctionne un peu avec, comme enseigner, surtout à l'école élémentaire et l'école primaire en général, on n'enseigne pas que des disciplines. En fait, on enseigne, on éduque. On éduque vraiment, et on enseigne aussi des valeurs. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus beau à transmettre. Et du coup, c'est très très personnel. Suivant les valeurs qu'on porte, on va pas du tout enseigner de la même manière, et ça va nourrir notre pédagogie. Donc c'est pour ça que chaque enseignant est différent, chaque classe est différente, et chaque journée est différente. Tout à fait. Parce que voilà, on porte ça. Donc moi, les valeurs qui vraiment me portent et que je cherche à transmettre, ce sont les valeurs de solidarité que je mets vraiment au quotidien, que j'essaye de porter au quotidien, de collectivité, de soutien, de partage. Ça va aussi sur tout ce qui est le civisme, et puis le fait d'être... l'égalité, par exemple, entre les filles et les garçons, ça c'est quelque chose qui me tient très à cœur, et que j'essaie de porter chaque jour dans ma classe. Pareil sur toutes les questions de racisme, d'homophobie, de sexisme, tous ces combats-là, ils me sont chers, et donc ça fait vraiment partie intégrante de mon travail d'enseignante. Ok, donc notre invitée a comme ça un lourd bagage de causes, de conceptions qu'elle défend. Quel conseil donnerais-tu à ces jeunes femmes, à ces jeunes hommes qui aimeraient se lancer, qui aimeraient devenir professeurs des écoles? Alors, je pense qu'il y en a deux qui sont très importants. Donc déjà, il faut avoir conscience que c'est un métier pour lequel il ne faut pas avoir peur de donner. Parce qu'en fait, c'est le principe, c'est qu'on va être tout le temps en permanence en train de donner, sans recevoir forcément des choses qui sont visibles au premier abord. Donc il faut pas avoir peur de prendre aussi, et de pas attendre quelque chose d'extraordinaire, parce qu'en fait, ce qu'on va recevoir, c'est ce qu'on va transmettre. Et c'est les réussites de nos élèves, c'est leur progrès. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on vous donne, c'est quelque chose qu'il faut être capable de repérer pour grandir et pour s'épanouir dans ce métier. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment l'avoir en tête quand on enseigne. La deuxième chose, c'est que c'est un métier, ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un don. Voilà, en fait, ça s'apprend comme chaque métier, et donc on progresse tout au long de sa carrière, et il n'y a pas... une autorité innée qu'on a ou qu'on n'a pas, un talent, non. Bon, il y a des facilités bien sûr parfois, mais en fait chaque enseignante, chaque enseignant est perfectible, peut progresser, et c'est pas parce que on est en débutant un certain type de professeur qu'on peut pas complètement évoluer et progresser, parce que c'est un métier.
Et donc il y a un savoir-faire derrière, il y a une formation et donc on n'est pas toute sa vie le professeur qu'on est le premier jour de classe. Et puis il y a une amélioration continue. Bien sûr, il y a une amélioration et surtout, bah voilà, il faut chercher à se former, à progresser et pas se dire, voilà, en fait ça va être facile parce que moi, quand j'étais enseignant, quand j'étais élève, j'avais l'impression que c'était facile pour mes profs. En fait, non, c'est un travail, ça s'apprend et comme pour chaque métier, bah, on progresse. Hein, il faut bien garder ça en tête parce que quand on débute, c'est difficile. C'est difficile et on progresse vraiment. On progresse dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Autant pédagogique que humain. Qu'humain. Et durant ta formation, je vais dire durant ton quotidien, comment est-ce que tu arrives à surmonter les obstacles que tu rencontres? Alors, déjà en m'appuyant sur mon équipe, c'est un métier qui parfois est très solitaire parce que quand on est en classe avec les enfants, parfois on se sent très seul. Quand il y a des difficultés ou quand on n'arrive pas à les emmener là où on voudrait les emmener, c'est difficile. On peut prendre ça très à cœur. Et donc se reposer sur son équipe, partager, ne pas avoir peur de parler de ses faiblesses, de ses difficultés pour trouver des solutions ensemble, ça c'est fondamental. Ne pas avoir peur de se remettre en question et aussi de dire bon bah c'était raté, c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois, je vais continuer, ça c'est essentiel. Et puis voilà, se souvenir des choses qui sont belles, des moments de joie et de bonheur, vraiment les garder en tête et se rappeler pourquoi on le fait, pourquoi on a choisi ça, parce que c'est difficile et que si on oublie pourquoi on est là, parfois on peut pas tenir. Donc voilà, pour surmonter les obstacles, il faut regarder en arrière parfois. Pourquoi est-ce qu'on a choisi C'est ça, pourquoi on a choisi ça, ce métier, pourquoi on a réussi à en arriver là, qu'est-ce qui a fonctionné. Voilà, de la même manière que les élèves progressent, nous aussi on progresse et donc voilà, il ne faut pas hésiter quand il y a un obstacle à regarder derrière, à se dire voilà tout ce que j'ai déjà réussi à faire et puis il faut regarder aussi vers l'avant en se disant bon, j'ai encore le temps de faire mieux. De faire mieux surtout. Donc il y a une amélioration continuelle dans votre métier. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous gérez la charge mentale? Alors ça c'est très difficile. C'est encore quelque chose sur lequel j'espère beaucoup progresser parce que c'est une charge mentale énorme. Il faut savoir que du coup en fait les élèves souvent se reposent sur vous. Donc il y a des moments où on doit porter la charge mentale de tout un groupe. Donc de 20 personnes ou plus. Hein. En général c'est plus, moi j'ai de la chance, j'en ai que 20. Donc ce qu'il faut pour la gérer déjà il faut beaucoup préparer en amont, il faut savoir où on va et puis il faut aussi apprendre à les rendre responsables. Mais c'est pas toujours facile parce que ce sont des enfants. Ce sont des enfants, leur cerveau est encore en construction. Donc il y a des choses qui pour nous sont anodines et qui sont loin d'être évidentes pour les enfants. Donc c'est ça en fait. Gérer la charge mentale, c'est aussi se souvenir à chaque instant que ce sont des enfants, ce ne sont pas des petits adultes. Et après c'est vrai qu'en fait la charge mentale est vraiment énorme et j'ai de la chance d'avoir dans mon quotidien quelqu'un qui m'aide parce que quand je rentre à la maison, parfois le soir, je suis incapable de prendre la moindre décision parce que toute la journée, j'ai pris des décisions en flux continu en fait. Du début de la journée jusqu'à la fin, j'ai pris des décisions, des toutes petites mais qui mobilisent énormément le cerveau. Donc c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir un compagnon qui est aussi enseignant, qui sait ce que je vis au quotidien et qui du coup quand lui n'a pas utilisé autant sa charge mentale ce jour-là,
il peut m'aider à compenser. Mais c'est pas toujours évident parce que justement, quand on est tous les deux enseignants, parfois c'est difficile. C'est pas du tout évident. Non. Merci Élise. Merci à toi. Parce que grâce à toi, je porte un regard différent sur ce métier. Est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose à l'issue de cette interview? Ton mot de fin? Il faut vraiment garder à l'esprit que c'est un métier où la générosité est importante. Parce qu'en fait, on va donner énormément. On va donner de son temps, de sa charge mentale, on va donner de son amour, on va donner aussi matériellement, parce qu'on est toujours en train d'apporter des choses de chez nous pour les emmener à l'école. On va aussi donner du temps de notre famille et de nos proches. Et ça, c'est important avant de s'engager. Faut pas croire que c'est un métier dans lequel il y a des vacances. Voilà, beaucoup de vacances et puis des week-ends, parce que c'est pas que ça. Et si on a envie de s'investir pleinement dans son travail, en fait, c'est quelque chose qui vous occupe chaque minute de votre vie, jusqu'à vous réveiller la nuit. Ah oui, à ce point. Oui, à ce point. Donc voilà, faut pas avoir peur d'être généreux, parce que c'est ça qui permet de tenir et de s'épanouir, et c'est ça aussi qui permet de recevoir énormément. Merci à vous très chers abonnés d'avoir suivi cette émission. Nous avons reçu aujourd'hui une professeure des écoles qui nous a partagé son expérience au quotidien. Merci à vous. Au revoir.